Alors, merci pour ce sympo. On va finalement pouvoir faire plus vite que prévu, puisque les 3 symposiums ont été consacrés un peu au même sujet. Et évidemment, vous avez eu beaucoup d'éléments sur les spondyloarthrites et l'ASA. Donc, il y a des tas de choses que je vais pouvoir peut-être passer un peu plus vite. Mais la pédagogie reste quand même la répétition. Donc, c'est intéressant de refaire le point sur certains aspects. Mais j'ai compris et j'ai assisté au sympo précédent. Donc, je vois ce qu'on peut détailler et ce qu'on peut passer un peu plus vite, évidemment. L'objectif de ce sympo étant, on aurait pu faire une controverse d'ailleurs, que c'est quand même bien toujours aujourd'hui de continuer de commencer par un anti-TNF, hein, dans la mesure où c'est l'expérience nous l'a apprise, avec une sous-question que vous connaissez, dont on peut débattre très succinctement, c'est parmi les anti-TNF, faut-il vraiment en avoir 3, 4 ou 5, ou est-ce qu'on peut se contenter de 1 ou 2, et est-ce que ce nouvel anti-TNF qui est le golimumab, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose par rapport aux autres, hein. Donc on va essayer de répondre succinctement à ces questions-là, et vous poserez les questions que vous souhaitez, évidemment. Les spondyloarthrites, en fait, c'est l'introduction qui vous a été faite sous une autre forme, mais je voulais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il y a quand même plein de questions qui se posent encore aujourd'hui. Vous voyez, on a l'impression de dire on sait tout sur ces maladies-là, on ne sait pas tout, et si je devais faire une petite enquête dans la salle, par exemple, qui est-ce qui sait précisément et qui saurait m'expliquer en 3 minutes quel est le rôle du B27 dans les spondylarthrites aujourd'hui? Alors, alors, je ne vous demanderai pas, hein, si vous levez le doigt, je ne vous dirai pas de le faire, c'est sûr. Mais personne, vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. Si expliquer aujourd'hui, par exemple, le rôle du B27 dans la prédisposition immunogénétique à cette maladie, c'est pas simple, hein. On sait que ça existe, c'est très associé, on sait que c'est une prédisposition qui intervient dans le stress cellulaire, le stress qui favorise, vous savez, l'activité inflammatoire chronique, mais est-ce que ça marche dans le Golgi? Est-ce que ça marche par des défauts de repliement, ce qu'on appelle le misfolding? Vous voyez, il y a plein de questions encore qui restent importantes, et rien ne nous dit que la résolution de ces questions n'apportera peut-être pas une piste thérapeutique nouvelle. Ça, c'est quand même très intéressant. Tant qu'on n'a pas abouti scientifiquement à la connaissance du sujet, ben, on n'est pas à l'abri positif, hein, d'une découverte importante. Et imaginons que l'on comprenne comment se fait le misfolding de la molécule BL27 dans la cellule chez les gens qui l'ont. Peut-être que ça sera une clé, une nouvelle piste thérapeutique, peut-être majeure dans ces maladies-là. Donc l'histoire n'est pas définitivement finie. Ça, c'est très important. Et chaque année, hein, on a encore des éléments d'actualité. L'autre sur cette diapositive, mais ça a été traité par Corinne, et je regrette, je devais être chairman hier de la session, je regrette de ne pas avoir été là, je connais bien le topo de Corinne, c'est sur le rôle des microbes, la vieille histoire des microbes dans ces maladies-là. Et on est parti, c'est très intéressant, je ne ferai pas plus de commentaires, Corinne l'a peut-être fait en introduction, mais on est quand même parti d'une histoire où on disait que les microbes étaient des activateurs inflammatoires dans cette maladie, avec l'histoire des arthrites réactionnelles et des SA post-infectieuses qui existent toujours, très concrètement, hein. Et aujourd'hui, on est dans une discussion de dire, vous connaissez le débat, microbes amis ou ennemis, et que les microbes pourraient être aussi des amis dans cette situation-là, et des éléments qui contrôlent l'inflammation. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses, en fait, dans cette maladie, dans ces maladies, à découvrir. Sur le plan, j'allais dire, de la connaissance un peu fondamentale. Mais même dans la connaissance phénotypique de ces maladies-là, la nébuleuse, elle change encore chaque année. Et je pense qu'il y a encore des éléments, je pense, à éclaircir, qui sont connus, mais sans être très connus. Vous voyez, cette nébuleuse qui est la nébuleuse classique, dans laquelle on a rajouté le SAPHO. On rappelle, vous connaissez tous maintenant le SAPHO, qui est en fait une sorte de maladie rhumatologique associée à des lésions cutanées que l'on croyait être de la pustulose, mais on sait que c'est majoritairement des lésions psoriasiques pustuleuses palmoplantaires plus qu'une pustulose idiopathique. Néanmoins, on sait que ce SAPHO existe aussi dans des concepts et dans des organisations différentes, avec des lésions cutanées un peu différentes, de type acné conglobata, acné sévère. Donc c'est une vraie syndrome, une association tout à fait authentique, qui se complique d'ailleurs dans la série de Benamou et de Marcel Francis, la série initiale, de 50% de Mickey.
ce qui est quand même très intéressant. Ce qui montre bien, vous voyez, le lien interactif entre Sapho, l'expression articulaire qui est plutôt celle d'une forme de spondylarthropathie, et le lien avec d'autres éléments de la nébuleuse, notamment avec le Crohn et la rectocolite. Donc il y a vraiment des éléments qui restent encore assez mystérieux à comprendre. Tout ça n'est pas compris de façon extrêmement détaillée, et on pourrait aussi, pour finir sur ce deuxième questionnement phénotypique, on pourrait associer à la nébuleuse des choses que je trouve très intéressantes, qui sont les manifestations articulaires du B7 et les manifestations articulaires de la FMF. Moi, je suis de plus en plus frappé dans la consultation FMF, encore vu mardi 3 personnes, dont l'expression clinique typique est une SA. En fait, c'est des FMF typiques, avec la mutation caractérisée M694V, qui est celle homozygote qui prédispose à l'amylose. L'expression articulaire, si vous êtes rhumatologue et vous la regardez bien, et ça a été dit par d'autres, ça a été dit par les Turcs, par les Iraniens, ça a été dit un peu par les Marocains aussi, l'expression est assez typiquement celle d'une SA. On estimait que c'était très rare, mais en fait, quand on regarde dans le détail et on suit les malades suffisamment longtemps, c'est vraiment des maladies de ce type-là, avec des conséquences thérapeutiques intéressantes, puisque aujourd'hui, dans une FMF que vous suivez, vous la suivez sur l'expression FMF au sens large, l'expression articulaire. Pour peu que ces patients gardent une expression inflammatoire que vous mesurez par la CRP et la protéine SAA, vous avez une solution thérapeutique simple qui est la mise sous anti-TNF pour ceux qui le nécessitent, pour ceux qui gardent un profil inflammatoire chronique. Donc on a quand même, sur le plan phénotypique, appris des choses, et ça nous a appris des éléments thérapeutiques importants. Donc vous voyez, la messe n'est pas dite, comme on dit. Il y a encore pas mal de choses à apprendre. Et dans le domaine de la classification et des stratégies, ça a été largement dit par Philippe dans le sympo précédent, donc je vais passer assez vite. Mais évidemment, on a aussi appris à mieux organiser notre stratégie de prise en charge de ces malades-là. Et pour ce faire, on a aussi beaucoup évolué dans la classification et dans le diagnostic de ces maladies-là. Je ne vais pas vous reprendre l'ensemble de ces éléments, mais vous voyez, c'est simplement une petite slide pour montrer comment la pensée a évolué. Donc on est parti finalement d'un concept dans les années 80 très original. On rappelle que les Nord-Américains n'y croyaient pas. On a eu une longue confrontation, enfin les équipes européennes, françaises en particulier, celles de M. Hammer, de M. Menkes, on se sont confrontés fortement aux Nord-Américains qui ne croyaient pas au concept de spondyloarthrite. Ils classaient ça, pour ceux les plus anciens, polyarthrite séronégative. Ils mettaient tout dans le même paquet. Ils ne croyaient pas à ce concept-là. Concept qui était très européen, puisque des écoles françaises et allemandes, qu'on a un peu oublié, l'école de Berlin, mais avant les Berlinois d'aujourd'hui, avant Braun-Zipper et compagnie, avaient déjà décrit cette maladie. Et en Allemagne, vous savez comment on appelle la spondylarthrite ankylosante? Les Suisses savent bien aussi la maladie de Bechterew. Il y a beaucoup d'Allemands qui continuent à utiliser l'appellation maladie de Bechterew. Ça avait été décrit il y a très longtemps. Donc on ne réinvente, en médecine, souvent on ne réinvente rien. On ne fait qu'oublier et se souvenir ou ressortir parfois des choses importantes. Donc ce concept émerge dans les années 80 clairement, mais dans un concept qui est celui de la SA, de la spondylarthrite ankylosante. Et puis progressivement, beaucoup sous l'impulsion de l'équipe de Cochin de M. Hammer, on a commencé à comprendre la nébuleuse. Et on s'est dit, voilà, il y a la forme articulaire, mais il y a aussi le pso, l'uvéite, les maladies inflammatoires de l'intestin. Et c'est là que, ça c'est une avancée fondamentale qu'on a un peu oubliée, mais M. Hammer, il avait tout dit. Si vous reprenez les critères il n'est pas là cette fois-ci, mais il vient encore régulièrement, mais M. Hammer, il avait dans les critères d'Hammer, vous pouvez classer une SA non radio, vous pouvez la classer SA, même si vous n'avez pas de radio, sur les critères, vous l'avez fait. Si vous regardez les signes symptomatiques, les signes extra-articulaires et la sensibilité aux INS, vous êtes très vite à 6 points et vous classez un malade sans signe radio. Donc vous voyez, là aussi, on croit qu'on a inventé un nouveau concept de la SA non radio, pas du tout. Si vous reprenez les bons vieux critères de M. Hammer, vous pouviez déjà le faire à l'époque. Le SGG n'a fait que copier ce qu'il avait dit. Donc je trouve, sans véritablement lui rendre hommage, que je regrette, et je trouve que ce n'est pas très réglo de leur part, mais le groupe européen a repris sans l'intégrer vraiment, c'est un peu dommage, mais finalement ils n'ont fait que copier ce qu'a dit M. Hammer. Mais le vrai progrès est venu un peu plus tard avec le groupe international ASSAS, qui lui a commencé à mieux disséquer les formes axiales, formes périphériques, formes avec signes extra-articulaires, ce qui a mené en fait dans l'histoire à une nouvelle terminologie. Alors toujours intéressant de dire pourquoi on change quelque chose. Je pense que c'était justifié de changer l'appellation
qui avait évolué déjà de spondyloarthropathie et aujourd'hui de parler de spondyloarthrite. Hein, voilà, je pense qu'aujourd'hui on a une confirmation et une homogénéisation internationale des choses. Vous savez pourquoi on l'a fait. Ben, d'abord pour essayer de parler tous le même langage, c'est quand même un peu mieux. L'entente entre les peuples, elle passe aussi par l'homogénéisation des concepts et des définitions. Donc on a un seul mot qui correspond bien à la définition de spondyloarthritis, qui est l'appellation internationale, avec un suffixe it pour l'inflammation et le O qui permet de différencier les autres formes de la fameuse spondylarthrite ankylosante. À tout seigneur, tout honneur, on a gardé l'appellation princeps sur cette maladie qui est la maladie un peu historique en fait, hein, c'est assez logique. Ce qui mène, et je ne les reprends pas en fait, à la classification de la SAS, forme axiale, forme périphérique. Hein. Alors un petit, juste puisqu'on est dans un débat où vous avez déjà revu beaucoup de choses, je ferai juste des petits points critiques au passage que vous connaissez parfaitement, mais je les remets un peu sous le focus. C'est peut-être l'entrée par le B27. Moi, très honnêtement, je vais l'exprimer comme je le sens cliniquement. Aujourd'hui, avec tous ces nouveaux médicaments dans les spondyloarthrites, il y a un afflux de patients qui viennent avec des rachialgies d'horaire. On aime bien dire mixte quand on ne sait pas trop si c'est mécanique ou inflammatoire, donc des rachialgies d'horaire mixtes, et dont vous ne savez pas si c'est des gens qui ont des lombalgies mécaniques modique 1, modique 2, modique 3, vous voyez, avec des remaniements inflammatoires des disques, et une expression clinique, hein, authentiquement un peu entre les deux, entre le mécanique et l'inflammatoire. Ces malades-là, entre guillemets, malheureusement, s'ils sont B27, c'est-à-dire comme 10% de la population tunisienne et française, à peu près, ces malades, vous pouvez parfaitement les classer par les critères de la SAS, alors que ce n'est pas forcément véritablement des spondyloarthrites. Donc ça, c'est un tout petit peu gênant. Alors, si on s'arrêtait finalement, et je finis ma réflexion, si on s'arrêtait à la case des AINS, le problème ne se poserait pas, parce que finalement, qu'on ait une lombalgie sévère sur une discopathie érosive modique ou une SA modérée à manifestation lombaire et sacroiliaque, si l'anti-inflammatoire, le traitement symptomatique, etc., est le même et la prise en charge est assez similaire, il n'y aurait pas de débat. Sauf qu'aujourd'hui, avec tous les médicaments biologiques qu'on a à disposition, on peut très vite mettre droit dans l'engrenage dans l'affaire. Donc c'est là que c'est un peu difficile. Et vous avez vu, Philippe l'a rappelé, la prudence dans les recommandations récentes, la prudence est de dire qu'il faut vraiment y aller avec des arguments objectifs, si possible, c'est-à-dire des signes biologiques, des signes d'imagerie IRM, encore qu'on pourrait débattre longuement sur la valeur de l'imagerie, hein, dans ce contexte-là. C'est quoi de l'imagerie spécifique d'une SA chez un malade qui a des petites lésions mécaniques, hein. C'est pas si simple que ça. Beaucoup d'études l'ont montré. Donc attention, warning, c'était mon commentaire sur cette diapo, sur le groupe où vous rentrez dans le diagnostic par le B27. Hein. C'est un peu provocateur, mais l'énorme majorité des sujets B27 de la population générale, l'énorme majorité, c'est-à-dire plus de 90%, ne feront jamais dans leur vie de spondylarthrite. 90%. Vous voyez, on peut l'inverser, hein. 70 à 90% des spondyloarthrites sont B27, mais si vous êtes B27 princeps dans la population générale, vous avez 9 chances sur 10 de ne jamais faire de maladie axiale inflammatoire. Donc il faut quand même le rappeler, c'est du bon sens clinique de base. Malgré tous ces éléments et ces efforts de classification, un tiers des spondyloarthrites ne restent non classés, donc le concept de forme indifférenciée existe. Et surtout émerge dans cette nébuleuse de classification ce que vous avez déjà vu, le concept de forme pré-radio. J'ai déjà fait un petit commentaire, ça n'est pas une vraie surprise, puisqu'on le savait, M. Amor l'avait déjà dit, les études avaient déjà montré que l'apparition des signes radio pour atteindre les critères de New York modifiés, on le savait, c'était en gros entre 5 et 7 ans. Donc ça, c'était déjà connu, archi connu. Mais la pression est évidemment venue du traitement, de la stratégie thérapeutique, puisque avec des médicaments aussi efficaces que les anti-TNF, les gens se sont évidemment rapidement demandé si on ne pouvait pas traiter précocement ces patients et les traiter, en cas d'échec par INS, les traiter par biologie. D'où l'émergence, hein, probablement, de ce concept. Alors voilà
de façon synthétique sur une slide quelle est la terminologie et quelle est la nomenclature de ces maladies aujourd'hui. Donc ça vous a été dit sous d'autres formes, mais c'est une petite plaque récapitulative. Vous voyez les formes axiales, radio et non radio, les formes périphériques, érosives et non érosives, et les formes anthésytiques, parfois anthésytiques pures, toutes ces formes-là étant associées ou non à des manifestations extra-articulaires qui les caractérisent. Donc c'est assez clair aujourd'hui, on a un résumé clarifiant l'ensemble des choses. Parmi ces éléments de terminologie, je voulais juste terminer par un petit focus sur les formes non radio que j'ai évoquées précédemment. Ces formes non radio, vous voyez qu'elles ont suscité des décisions extrêmement différentes selon les agences. L'agence européenne a reconnu la notion de spondylarthrite non radio et a accordé l'AMM pour 4 anti-TNF dans cette indication-là, ce que n'a pas fait l'agence américaine qui, elle, ne reconnaît pas cette indication. Alors, elle rejette, en fait, l'indication des anti-TNF dans les formes non radio pour essentiellement 4 arguments qui ont été présentés, parce que l'histoire naturelle de ces maladies sont mal connues, même si on commence à voir pas mal d'éléments. Les facteurs pronostiques sont mal connus. La trop faible spécificité de l'expression clinique versus une fibromyalgie qui peut mimer une forme polyanthésitique, vous le savez très bien, et certaines formes de lombalgie mécanique, et la difficulté d'interprétation, alors ça c'est un peu has-been à mon sens, la difficulté d'interpréter les radios des sacroiliaques, puisque là on est dans une réflexion plutôt critère de New York modifié. Aujourd'hui on a un petit peu évolué, mais enfin c'est 4 arguments que la FDA a utilisés pour dire je n'autorise pas la commercialisation des anti-TNF dans cette forme-là. Donc les choses pourront peut-être changer, les données s'accumulent, la description de ces formes s'accumule. Philippe a montré précédemment, vous avez vu dans les méta-analyses, il n'y a pas de grande différence entre les formes radio et non radio, en dehors peut-être d'expression de la douleur qui peut changer de temps en temps. Donc voilà. Cette introduction un peu critique ou un peu, j'allais dire, historique et critique pour essayer de vous donner des pistes de réflexion. Rien n'est stabilisé. Et comme je l'ai dit dans cette introduction, beaucoup de choses restent encore à connaître. Deuxième grand point, c'est comment traiter en 2018. Donc là, je crois que vous savez à peu près tout. Je voulais introduire ces comment traiter en vous rappelant des bons principes cliniques de base. Ça reste vrai dans toutes les recos. Vous avez vu les 3 sets de recommandations aujourd'hui, tous très récents. Vous avez Acérelard, Assas, vous avez les recos françaises qui vont être publiées, qui sont sous presse, sous la plume de Daniel Wending. Mais tout va exactement dans le même sens. Vous avez vu, c'est des nuances après. On rajoute des petites choses, des petites clarifications, des petites simplifications. Tout va dans le même sens. Et il y a un point incontournable en 2018. Peut-être que ça changera dans 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on commence par prescrire 1, 2 ou 3 AINS. Ça reste un principe de base. Pourquoi ? Je vous remontre simplement des bonnes vieilles données des années 90 et des années 2000, et notamment un papier de monsieur Amor de 95. Vous voyez, c'est des données historiques qui montrent l'efficacité des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans les manifestations rachidiennes et la raideur de l'ASA. Je veux dire, on ne réinvente pas les choses. C'est quand même efficace ou très efficace chez la majorité des malades, c'est-à-dire 7 à 9 malades sur 10 à peu près. Ce n'est pas 100%, mais c'est beaucoup de malades chez qui c'est efficace. La question, pour conclure sur ce point-là, qui est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la vraie question, finalement, n'est plus tellement là. Je la remettrai un peu en exergue dans ma conclusion. La question n'est plus de savoir si ça marche, mais aujourd'hui, c'est une vraie question. Un patient assez jeune qui prend ses AINS depuis 10 ans, 15 ans, qui commence à vieillir un petit peu. Il est content, il a une spondylarthrite, forme axiale, il est heureux de vivre, il fait tout ce qu'il veut, il travaille, il fait du sport, etc. Mais il est tous les jours sous pleine dose AINS, ou presque tous les jours. Il ne peut pas faire autrement. On en a tous des malades comme ça. Et après 10 ou 15 ans, vous observez 3 choses. Vous observez, première chose, une modulation tensionnelle, il commence à avoir de temps en temps une tension, il a pris un peu de poids, un petit syndrome métabolique, il commence à avoir une tension plus aussi stable qu'il ne l'a eu. Vous regardez, parce que vous êtes un bon rhumatologue, vous regardez régulièrement le DFG, le débit de filtration glomérulaire, et vous voyez qu'il est passé, de 100 à 80, ce qui est presque normal, parce que vous savez que vous perdez 10 millilitres minutes de DFG tous les 10 ans à peu près.
Donc on perd la qualité, donc c'est normal, sauf que là c'est un peu plus vite. Il devait perdre 10, il en a perdu 20. Donc c'est pas normal. Donc un peu d'hypertension, un peu de DFG modifié, et puis quelques douleurs précordiales, son cardiologue dit c'est pas grand-chose, mais etc., etc. Vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, aucune recommandation vous dit ce qu'il faut faire. En gros, si vous suivez les recos académiques, il faut continuer, mais vous savez que vous menez le malade à la mort cardiovasculaire. C'est tracé, hein. Je veux dire, c'est connu. Aujourd'hui, on sait, toutes les études le montrent. Le New England de 2017 qui a comparé, vous vous rappelez, très beau papier qui compare célécoxib versus naproxène versus ibuprofène, pleine dose dans l'arthrose, surtout, c'est vrai, montre clairement qu'il y a un risque cardiovasculaire tracé sur 5 à 10 ans, on le sait, risque cardiovasculaire et rénovasculaire. Donc, dans ces cas-là, vous faites rien ou faites quelque chose. En gros, dans une forme axiale, rien à quelque chose, c'est passer de l'INS à un anti-TNF, hein. Enfin un biologique. Hein. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'intermédiaire. Hein. Donc, est-ce que vous le faites ou vous ne le faites pas? Donc, je peux poser la question à la salle. Vous avez vu mon petit malade, 10 ans, alors il a commencé à 30 ans, il en a 40, 45. C'est celui que je décris. Est-ce que quelqu'un change quelque chose? C'est-à-dire quelqu'un arrête la INS et passe un anti-TNF. Alors qu'il ne demande rien, hein. Il va très bien. Hein. Je répète, hein, il travaille, il est heureux, il a des enfants, il fait du sport. Ouais, vous voyez, personne ne lève la main. Hein. Mais il n'y en a pas. Non, non, il est parfait. Ouais. Donc, vous voyez, non, je répète, la remarque était très juste. A-t-il une progression radiographique? Non, il est très bien. Mais le problème, je rappelle, c'est de l'élémentaire. Hein. On va faire des choses très simples, hein, là, tous ensemble. Le médicament, c'est du bénéfice-risque. Hein. Le bénéfice, je répète, la question ne se discute pas en matière de bénéfice. C'est quid par rapport au risque que vous connaissez et qui commence à s'installer. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, il n'y a aucune reco. Donc, j'incite juste à réfléchir à ça. Moi, je n'ai pas de réponse, mais je vous dis quand même ce que je fais de temps en temps. Honnêtement, ce malade, j'ai déjà vu. Ce malade-là, chez nous, moi, je l'ai mis à un anti-TNF. Voilà. Je vous dis, mais je ne dis pas que j'ai raison. Hein. Je n'ai pas forcément raison, parce que j'ai aucune étude qui me montre que aucune étude n'a jamais comparé INS 10 ans versus switch vers un anti-TNF dès qu'apparaît 1, 2 ou 3 facteurs de risque cardiovasculaire. Aucune étude ne montre. Donc, j'ai aucune EBM pour le faire. Hein. Je fais juste dépenser plus à la société, puisque je vais basculer d'un traitement annuel, je ne sais pas combien ça coûte le diclofénac aujourd'hui, mais ça coûte 100 € l'année, ou allez, 200 € l'année tout compris, s'il prend un peu d'IPP, 200 € l'année versus, vous connaissez les chiffres, 200 versus 6 ou 7 000. Parce que le coût des anti-TNF biosimilaires a beaucoup baissé. Je n'ai pas de réponse formelle, mais je vous incite juste à réfléchir à ça. En tout cas, il faut y réfléchir ensemble. Je ne vais pas, évidemment, vous énumérer les recommandations, mais je vous incite à les regarder. C'est toujours, ça, c'est comme quand vous rentrez dans l'avion. Les recommandations, c'est toujours intéressant. Honnêtement, même moi, j'ai relis de temps en temps, parce qu'on les a lues, relus, mais on oublie. Donc c'est toujours bien, elles sont faites pour ça. Elles ne vous permettent jamais de traiter un malade individuellement. C'est parce que le malade est trop différent. Ça ne sert pas à ça. Hein. Je vous rappelle, hein, on ne traite pas un malade avec des recommandations. Par contre, on se cultive avec des recommandations. Ces recommandations, c'est de la culture qui vous donne une idée de là où il faut aller. Mais individuellement, vous allez être obligé de prendre des décisions qui sont individuelles. Confère l'exemple que j'ai cité précédemment. Donc, je ne reprends pas ces recos. Il y en a 5, en tout cas celle que je vous présente, celle de présenter à Eular Assas 2016, pour la forme axiale, 5 génériques et 13 spécifiques, hein, que Philippe vous a énumérés, donc je ne reprends pas, et qui se focus sur la recommandation des biologiques, et là aussi vous avez vu les recommandations pour la prescription des biologiques. Les recos de la SFR très récentes vont à peu près dans le même sens, hein. Elles demandent à peu près la même cascade d'événements, et elles vont en fait vers une prescription de biologique qui évolue tout doucement, puisque vous voyez qu'en 2016, il était encore recommandé de commencer par un anti-TNF. La question a été posée. Aujourd'hui, on évolue tout doucement vers commencer par un anti-TNF ou un anti-L17. Mais la remarque de la salle du président a été tout à fait judicieuse. La pratique fait qu'aujourd'hui, ayant 15 ans ou 20 ans bientôt d'expérience des anti-TNF versus 2-3 ans d'expérience des anti-L17,
la logique de la pratique quotidienne fait qu'on s'oriente vers ce qu'on connaît le mieux et les choses s'équilibreront en fonction des données de la science, puisque c'est quand même deux targets très différentes, des molécules différentes, des targets différents, donc des conséquences bénéfices-risques différentes par définition. On n'aura pas exactement les mêmes choses. Donc il faudra des profils patients, à mon sens. Hein. On n'a pas parlé, mais parce que c'est un sujet qui reste important, mais encore partiellement à explorer, du risque cardiovasculaire. On a là, pour prendre simplement cet exemple-là, schématiquement des molécules anti-TNF qui ont démontré formellement un bénéfice cardiovasculaire, alors surtout dans la polyarthrite rhumatoïde, il est vrai, en EBM, mais il y a un effet de protection cardiovasculaire, a fortiori chez les répondeurs, ce qui est très intéressant, ce qui montre bien que cette prévention cardiovasculaire, elle n'est pas liée, ce aurait pu être le cas, à une meilleure prise en charge. Parce que toujours le biais, vous savez, de la prise en charge. Je prescris un médicament plus coûteux, plus compliqué, donc je surveille mieux, je suis mieux le malade. Et donc, de fait, je dépiste mieux. Ce n'est pas le cas pour le bénéfice cardiovasculaire des anti-TNF, puisque ce bénéfice, il est stratifié et il va aux répondeurs et il ne va pas aux non-répondeurs. Toutes choses égales par ailleurs en matière de prise en charge. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc moi, ça m'a convaincu formellement qu'il y a un bénéfice cardiovasculaire. Ce bénéfice cardiovasculaire, il n'est pas démontré pour les anti-IL-17. Il est même potentiellement mis en cause. Je répète avec prudence, potentiellement mis en cause. En gros, pour résumer les choses, mais c'est un débat qui est très intéressant, très subtil, quel est le rôle de l'IL-17 dans la plaque d'athérome? Est-ce que l'IL-17 est un stabilisateur et ou un accélérateur, l'un n'empêchant pas l'autre. D'accord? Donc il y a tout un débat sur le rôle de l'IL-17 dans la plaque. Je pense qu'il faut être honnête, fair play et surtout scientifique. Il y a une question, il faut la résoudre. Il faut la résoudre avec tous les outils de la résolution, modèles expérimentaux, exploration épaisseur intime média, et puis, in fine, de toute façon, on ne se coupera pas de données cliniques. Le juge de paix seront les données cliniques à 5 ans ou à 10 ans. Il n'y aura pas d'autre solution que ça. Et pourquoi je vous dis ça? Prenez un exemple, c'est très intéressant dans notre culture rhumatologique, hein, c'était perturbation des lipides et biomédicaments. Vous savez, on avait beaucoup discuté sur le rôle des anti-TNF sur le profil lipidique, encore plus la modification du profil lipidique avec l'inhibition de l'IL-6. Aujourd'hui, il y a une grosse étude comparative d'un anti-TNF, l'étanercept versus le tocilizumab, qui vous montre, tout en chose égale par ailleurs sur les lipides, même s'il y a plus de modifications lipidiques avec les anti-L6, in fine, à 5 ans, chez des malades à risque cardiovasculaire, il n'y a pas de différence de risque cardiovasculaire clinique à la sortie. Donc vous voyez, le juge de paix reste toujours l'événement cardiovasculaire, hein, l'événement, les masses, hein, MACE, hein, les événements cardiovasculaires majeurs, c'est ça finalement qui fait le pronostic, la morbimortalité des malades. Donc c'est ça qu'il faut regarder à la sortie. Donc on aura besoin de ça pour savoir quel est entre autres, hein, pas seulement, pour voir quel est le positionnement réel d'un anti-TNF versus un anti-L17 dans une SA sévère, active, potentiellement avec des comorbidités. L'autre élément, et ça n'avait pas été évoqué par Philippe et Jacques dans le topo précédent, mais c'est que l'évolution, et c'est très intéressant, c'est encore plus flagrant dans la polyarthrite rhumatoïde, toute évolution conceptuelle de la maladie, l'évolution des targets et des médicaments qu'on a, fait aussi évoluer la vision qu'on a de la prise en charge. C'est le fameux treat to target de la polyarthrite rhumatoïde qui, parce qu'on avait des médicaments beaucoup plus efficaces, ont permis de se fixer des objectifs différents et de se dire aujourd'hui, avec tout ce qu'on a à disposition, dans la PR et maintenant dans la SA, on doit être capable vraiment d'obtenir la rémission dans cette maladie-là, comme on le fait évidemment dans la polyarthrite rhumatoïde. Et peut-être que c'est même encore plus facile dans cette maladie-là. Donc l'objectif est une rémission, et probablement pas pour les mêmes raisons que dans une PR. Je crois que dans une polyarthrite rhumatoïde, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, obtenir la rémission, c'était la garantie de bloquer la destruction ostéo-articulaire, éliminer le risque structural qui a quand même pourri la vie de nos vieux malades, hein, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus rarement le cas aujourd'hui. Dans la SA, c'est plutôt pour donner une qualité de vie équivalente à la qualité de vie quotidienne et peut-être limiter les comorbidités qui sont parfois embêtantes. Hein. Peut-être qu'on a un effet sur les comorbidités, je pense à l'œil en particulier. Ça peut aussi avoir cet intérêt-là, que le malade ne fasse plus non plus de poussée de vide au cours de sa vie. Voilà, donc le strict to target, il est aujourd'hui
applicable dans la stratégie aussi. C'est quelque chose que vous devez avoir en objectif, hein, comme on l'a dans l'APR. Vous devez vous dire, je vais essayer d'aller vers la rémission, et si ce n'est pas possible, vers une faible activité de la maladie dans la majorité des cas. Dernier point de mon exposé, c'est alors comment traiter, oui, et quelle est la place aujourd'hui des anti-TNF qui ont été un progrès incroyable dans ces maladies-là. Quand même se rappeler, et vous avez été encore plus que nous confrontés à ces formes sévères qui échappaient ou chez qui on ne pouvait plus donner d'AINS, avec les coccites, les uvéites, l'atteinte anti... On a vu tout ça, hein, on a connu tout ça. Aujourd'hui, c'est incroyable. Hein. Les plus jeunes, vous ne vous rendez pas forcément compte, mais aujourd'hui, on a des armes thérapeutiques exceptionnelles, extraordinaires, qu'on n'avait pas encore il y a 20 ans. Et ça a vraiment complètement changé la donne, indépendamment de l'évolution naturelle de cette maladie, pour des raisons écologiques, hein, probablement, hein, comme l'APR d'ailleurs. Hein. Il y a une évolution certainement écologique de ces maladies inflammatoires qu'on ne comprend pas très bien, mais qui sont liées à d'autres facteurs que simplement la prise en charge. Donc le TNF a été, et son blocage a été une avancée majeure dans ces maladies. Je vous rappelle historiquement comment on s'y intéressait. Il faut remonter la diapo. La démonstration a été faite il y a très très longtemps, quand on s'est rendu compte qu'en traitant des maladies inflammatoires, et en particulier des MICI avec une SA, on améliorait la MICI et la SA. Ça, c'était un peu l'observation princeps. Hein. On a observé ces éléments-là, et ça a été aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte, mais ça a été une vraie surprise à l'époque. Hein. On ne s'attendait pas à ça. Hein. Je rappelle que ces molécules ont été développées dans la PR d'abord. Hein. Rappelez le travail de Meini-Feldman. C'est une magnifique histoire, hein, qu'il faudrait re-raconter. Découvert des transgéniques, on transgène le gène du TNF humain à des souris. Première observation, c'est les souris de Colias, hein, et les souris font une polyarthrite rhumatoïde. Première surprise. À l'époque, au même moment, une firme, Santocor, développait une molécule anti-TNF dans le choc septique. Rappelez que c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Le petit frère, la petite sœur de l'infliximab était développé dans le choc septique, publié du New England il y a 30 ans ou presque, hein, et le produit est d'emblée mort, puisque plus de malades meurent avec le produit qu'avec le placebo. Et donc Santocor décide d'arrêter les choses, sauf que Meini et Feldman étaient là, ils avaient vu les souris transgéniques de Colias, ils vont voir Santocor et ils disent mais non, n'abandonnez pas cette molécule, c'est génial, il faut l'essayer dans la PR. Et l'histoire commence comme ça quand même, il faut le rappeler, par hasard, hein, presque. Hein. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à donner dans d'autres circonstances et qu'on découvre par hasard l'effet dans la SA. Ce n'était pas du tout attendu. Et dans les complications de la SA, Mickey entre autres. Donc l'histoire, elle s'est faite comme ça. Et puis après, évidemment, on a fait la science dans le mauvais sens. Hein. C'est à partir de là, on est allé biopsier des sacroiliacs et des synoviales de SA, et on s'est rendu compte que c'était bourré de TNF. Vous voyez, comme quoi, il faut toujours raconter l'histoire dans le bon sens. Ça montre que rien n'est simple, hein, dans la vie, mais ça, vous le saviez. Voilà des papiers historiques, hein, des années 90 et 2000. C'était des papiers qui confirment l'efficacité qu'on avait déjà vue cliniquement. Rôle central du TNF dans la synovite. Vous mettez de l'infliximab. Regardez before and after, après 12 semaines. Vous avez vu sur une synovite de SA, de SA, vous avez tout qui s'améliore sous infliximab. Hein. Que ce soit l'épaisseur, l'activation endothéliale, l'inflammation, l'angiogénèse, etc. Donc vous avez un effet clinique et histologique parfaitement démontré, et même dans les sacroiliacs, hein, le travail de Brown et Zipper dans les années 95, hein, alors il n'y a pas eu beaucoup de biopsies sacroiliaques, mais il y en a quelques-unes, mais dans la sacroiliaque aussi, vous avez une imprégnation TNF qui est très importante, hein, et ce qui a donc mené à l'utilisation de cette nouvelle option il y a maintenant près de 20 ans, hein. Je rappelle que l'utilisation, en tout cas pour nous, moi j'ai commencé à utiliser en évaluation l'étanercept dans les années 95. Donc faites un rapide calcul, hein, ça fait plus de 20 ans, bientôt 25 ans qu'on utilise ces molécules. On a encore des gens qui disent c'est de l'expérimentation, je ne veux pas être un cobaye, je ne veux pas utiliser des médicaments nouveaux, mais ça fait juste 25 ans qu'on utilise ces médicaments-là. Je rappelle qu'il y a 25 ans, donc dans les années 90, ça ne faisait pas si longtemps que ça qu'on utilisait les corticoïdes. Hein. Je rappelle, date de la découverte des corticoïdes. On peut piéger les plus jeunes, là.
Parce que quand j'ai demandé à Strasbourg, j'ai dit aux plus jeunes qui n'ont rien connu d'autre, j'ai dit, mais les corticoïdes, on a découvert quand? Ils ne savaient pas. Ils m'ont dit oui, en 1700, 1812, etc. Non, pas du tout. Hein. C'est 1950. Hein. C'est M. Hensch qui a eu le prix Nobel pour les corticoïdes en 1950. Hein. Donc, prix Nobel en 50. Hein. Et il faisait de l'extraction de la cortisone sur des surrénales de bœuf. Et pour faire 1 gramme d'hydrocortisone ou équivalent, il fallait un troupeau de bœuf. Hein. Enfin, de surrénales, pas... Voilà. Vous avez compris, la chimie de la cortisone, l'hémisynthèse ne vient que quelques années après. Donc, la vraie utilisation de la cortisone thérapeutique, c'est les années 70. Hein. Donc, quand je commence, c'est pas une blague, hein, c'est-à-dire que quand je commence, c'est tout à fait réel, donc quand je commence à utiliser les anti-TNF en 1993-14, je n'utilise les corticoïdes que depuis une vingtaine d'années, en réalité. Vous voyez? Et aujourd'hui, on utilise anti-TNF depuis 25 ans. C'est très rigolo hein, de voir l'histoire comme ça. Hein. On dit souvent des bêtises ou on croit des bêtises, mais c'est important de se faire le film comme il a été réellement, comme il s'est passé. Donc je vais finir pour vous convaincre que le golimumab est une option nouvelle. Alors, pourquoi c'est une option nouvelle? On l'avait vu ensemble, je crois, il y a 1 ou 2 ans, quand on avait fait le sympo de lancement de la molécule, parce que tous les anti-TNF ne sont pas identiques, en particulier en matière de PKPD, de pharmacocinétique, de pharmacodynamique. Les injections ne se passent pas de la même façon, on n'injecte pas au même rythme, la tolérance aux injections n'est pas la même, parfois ça pose problème. Quand on utilise un médicament sur 3, 4 mois, 6 mois, ça passe. Mais quand vous utilisez un médicament sur 5, 10, 15 ans, le fait d'avoir mal à chaque fois que vous piquez toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça peut être embêtant. Vous voyez, ça paraît... Pour le médecin, ça ne paraît pas important, mais mettez-vous dans la peau du malade. Hein. Moi, j'ai une petite expérience personnelle, c'est toujours intéressant. Hein. Je me suis cassé la malléole en jouant au foot avec des copains, et donc j'ai dû me faire tous les jours ma petite injection de sous-cute de... Bon, je ne voulais pas être opéré, donc j'ai un plâtre, il fallait que je garde la patte levée pendant 8 semaines pour être sûr que ça cicatrise. Donc pendant 8 semaines, je me suis fait... je vous jure qu'après 3-4 semaines... Je fermais les yeux avant de piquer parce qu'on en a marre de se piquer, quoi. Hein, et ça fait pas mal, hein, mais on a un petit hématome, etc. Donc se piquer, pour un médecin, c'est rien. Pour un malade, c'est pas tout à fait la même chose. Dispositifs d'injection, évidemment, ils sont différents. Le Goli en a un très intéressant. Plus vous avez de choix, plus le prix baisse. C'est pas inintéressant non plus, hein, vous le savez. Et puis, il faut avoir des données d'efficacité et de tolérance au long cours parce que ça influence les décisions. Et les nouvelles molécules ont fait un peu plus d'efforts que les anciennes, parfois, parce que la barre a monté, donc on leur a demandé des choses assez importantes. Alors, cette molécule, elle a de nombreux intérêts que je résumerai, mais elle en a 2 que j'ai précisés. C'est que c'est un modèle d'anticorps monoclonal original. C'est très original. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment ça se fait, mais en fait, c'est vraiment, il est construit à partir d'une vraie souris transgénique qui est humanisée. Et on peut avoir un anticorps donc totalement humain à partir d'une souris qui porte et qui produit ces anticorps-là. Donc c'est un procédé de production extrêmement physiologique qui permet la production d'un anticorps qui est un peu différent des autres. Donc ça, je pense que c'est une chose intéressante. Et ce n'est pas inintéressant. Ils ont un auto-injecteur, SmartJect, ça fait joli, c'est smart, mis au point avec les patients évidemment, le plus simple possible en fait, hein, qui est assez appréciable et qui permet en fait d'avoir une tolérance au point d'injection qui est très très honorable. Les chiffres, hein, c'est moins de 10% de malades qui se plaignent d'intolérance au point d'injection. C'est quand même assez intéressant. Donc en résumé, ce que je vous avais dit, il y a au moins 6 points d'intérêt pour avoir mis sur le marché ce golimumab, hein, le Simponi. Donc c'est un anticorps monoclonal un peu à la pointe de la techno. Vous avez vu que c'est une modélisation particulière. Il a une activité, une bioactivité extrêmement intéressante puisqu'il se lie avec beaucoup de spécificité d'affinité aux 2 formes de TNF. Hein. Ça a une particularité de la molécule. Il est stable et très soluble et concentré, ce qui permet de l'injecter sous-cutané qu'une fois par mois, ce qui est quand même peut-être pas tout à fait négligeable, avec une demi-vie sérique qui n'est pas massivement augmentée. Vous vous rappelez ce qu'a dit Jacques avant sur la demi-vie à 27-30 jours qui peut être gênante, il a une demi-vie qui est la même que les autres.
mais il a une bioactivité qui est supérieure, ce qui permet de l'injecter un peu moins souvent. Je fais juste un petit commentaire. Là aussi, je vous ai dit que je vais essayer de vous apprendre des petits trucs. Ne confondez pas la pharmacocinétique et la bioactivité in vivo. On peut très bien avoir une molécule avec une demi-vie équivalente, mais dont la bioactivité est différente parce que la molécule a immunologiquement une affinité, une avidité multiple ou pas multiple, mono ou multivalente pour la cible que n'a pas l'autre. Donc souvent on fait une sorte de raccourci entre demi-vie égale activité, pas du tout. Il y a la demi-vie qui est de la pharmacocinétique pure et dure, et vous avez la bioactivité qui est liée à des facteurs immunologiques différents. Ce qui vous explique qu'à demi-vie équivalente, on peut injecter ou toutes les semaines ou tous les mois. Sinon on ne comprend pas ça. On est d'accord. Voilà. Reste à faire un petit travail de survol, mais en 5 minutes, sur les études, mais non pas pour vous montrer les études, mais pour faire quelques petits focus sur les études. J'en ai choisi 2, Go Ahead et Go Raise. Voilà la première qui compare en fait un placebo et la dose de 50 mg. C'est pour vous montrer en fait, vous allez voir les caractéristiques des patients qui sont des SA assez actives, c'est assez intéressant, avec des bases d'ail autour de 6, avec des CRP autour de 15, parce que c'est du milligramme par décilitre, voyez, et B27 évidemment dans 80% des cas. C'est pour vous montrer que, ça marche, mais ça vous le savez à 50 mg, et à peu près vous doublez la réponse ASAS 20, qui est le critère principal à 12 semaines. Donc ça marche assez vite, et ça marche 2 fois mieux que le placebo à 12 semaines sur la SAS 20. Mais j'ai gardé ça parce que je pense, c'est ça que je vais vous montrer surtout, la SA aujourd'hui n'est plus aussi souvent qu'autrefois une maladie sévère, destructrice, voyez, avec des... Aujourd'hui, c'est une maladie d'une mauvaise qualité de vie. Finalement, on a mal la nuit, on dort mal, le lendemain, on est de mauvaise humeur, on ne travaille pas, on engueule ses enfants, on se fâche avec sa femme, etc. C'est ça la SA aujourd'hui. Ce n'est pas l'ankylose, ce n'est pas la cécité et ce n'est pas la coxite. Enfin, c'est plus ça. C'est plus comme ça, c'est la qualité de vie. Donc je pense que c'est très intéressant de regarder l'impact sur la qualité de vie. Il faut bien regarder ça. Moi, je n'étais pas un grand partisan des PRO, mais honnêtement, dans une maladie de la douleur, il faut regarder ça. Donc on a un impact sur la qualité de vie qui est mesurable. Et on a aussi, c'est intéressant, vous allez le voir dans GoRaise, un impact sur le sommeil. Je vais vous montrer cette étude à partir de GoRaise, qui est l'autre étude, où là, il y a les 2 doses, 50 et 100 mg. 100 mg étant théoriquement réservé pour les forts poids, mais ce qui vous permet d'avoir une augmentation de dose à prix équivalent, en tout cas chez nous, ce qui est intéressant, c'est une adaptation de dose qui paraît intéressante. GoRaise dans une population pareille, de SA avec un base d'ail supérieur à 4, mais particularité, et ça permettra un élément analytique, autorisation dans cette étude de continuer les traitements de fond. Donc je répète, pour que ce soit bien clair, ce sont des formes axiales, actives, classiques, SA axiale active, mais chez lesquelles on maintient éventuellement les traitements de fond, en particulier le méthotrexate, vous voyez, qui est maintenu à peu près dans 20% des cas. La salazo dans 30, le plaquenil qui n'a aucun intérêt chez 1 ou 2% des malades, on oublie le plaquenil, et à peu près 15% des malades ont des corticoïdes. Ça va être intéressant de voir si le fait de poursuivre salazo-métaux change quelque chose dans une SA axiale sur la réponse au traitement. Vous allez voir, en gros, je vous annonce la couleur, ça ne change rien, en fait, si on prend le problème de cette façon-là. Premier élément d'analyse de cette étude, sur le critère principal, qui est la SAS20, comme toujours dans les études, on peut discuter, à SAS20, c'est trop faible, mais c'est comme ça, c'est les agences qui le demandent. Vous voyez qu'il y a une différence du simple au triple dans cette étude-là par rapport au placebo. C'est le delta que vous regardez. Et quand vous avez un poids, entre guillemets, normal, vous voyez qu'entre 50 et 100, il n'y a pas de différence. Ça ne veut pas dire, là aussi, petit commentaire critique, attention, ces études, c'est fait sur des populations. Vous voyez que c'est des populations entre 100 et 150 malades. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, il n'y a pas d'effet dose. Donc, il faut savoir manier les doses en fonction de l'efficacité. Rappelez-vous le treat to target. S'il faut améliorer et que le malade arrive à la rémission, il faut utiliser la dose qu'il faut pour aller à la rémission. Ne restez pas au milieu du gué. Ce n'est pas la peine. Sinon, le malade n'est pas satisfait et vous non plus. Donc, là, dans cette étude, c'est pareil, 50 ou 100. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quand il y a combinaison avec un DIMARS classique. Métaux-salazo, c'est la 3e colonne. Vous voyez que 50, 100 ou
Goli combiné, ça ne change rien, il n'y a pas de différence. Et idem, quand on regarde l'imagerie IRM, il n'y a pas de différence sur l'imagerie. Je reviens sur la qualité de vie pour vous montrer qu'elle a aussi été mesurée à la fois dans la partie physique et mentale du SF36, hein, avec un impact très net hein, quand on regarde la différence par rapport au placebo. Vous voyez qu'on a des variations par rapport à la baseline qui sont extrêmement importantes, aussi bien pour la composante physique et psychique. Et je pense qu'il est intéressant, parce que souvent les malades s'en plaignent, c'est la qualité du sommeil. En fait, aujourd'hui, c'est important, et c'est d'autant plus important que l'on sait que le sommeil conditionne l'expression de la douleur. Vous savez que si vous empêchez des rats de dormir, vous savez ce que deviennent les rats qui ne dorment plus? Ils font des fibromyalgies, enfin, ou l'équivalent. En tout cas, ils font des tableaux polyalgiques agressifs, en fait. Hein. Ils se mordent entre eux et ils sont en excès d'ocyception. Donc, il faut bien dormir, en général. Et dans ces maladies-là, on a la démonstration que l'on dort mieux. Je pense que c'est assez intéressant de le rappeler. Je passe sur la comparaison, pour finir, des molécules. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, mais c'est juste, en toute prudence, que ce ne sont pas des comparaisons head-to-head, évidemment, entre les molécules, mais c'est des photographies de chacune des molécules pour vous montrer la place du Goli par rapport aux 3 autres, et vous montrer que, voilà, sur des critères qui sont les mêmes, hein, qui est ASAS20 à 24 semaines, vous avez un profil d'efficacité qui est comparable aux autres anti-TNF. Hein. C'est pas supérieur, mais en tout cas, c'est au minimum comparable. Certains vous diront que le delta par rapport au placebo est peut-être légèrement supérieur, mais on n'a pas le droit de le dire. Hein. Ce n'est pas du head-to-head, mais en tout cas, ça se ressemble et ça dure. Ça aussi, c'est un point important. Voilà la réponse stabilisée avec les effectifs à 256 semaines. Ça vous montre, vous voyez, il y a des gros effectifs encore traités. Hein, si je prends la première courbe qui est la SAS40, vous avez encore à 256 semaines 196 malades traités sur 249, hein, ce qui est donc beaucoup. Hein, ce n'est pas juste 10 malades. Et vous maintenez la réponse longtemps. Ça veut dire que c'est une molécule qui est utilisable en bénéfice-risque longtemps et qui a une immunogénicité relativement faible. Ça, c'est un point d'intérêt qui a été aussi largement étudié. Dernière diapo, pour vous montrer qu'on a étudié évidemment les effets indésirables. Rien ne différencie cette molécule des autres anti-TNF. Vous avez le même profil. Je ferai juste 2 petits commentaires. L'un sur la dépression. Vous savez, on parle beaucoup de dépression avec toutes les molécules anti-immunomodulatrices, anti-inflammatoires. C'est assez curieux. Ça sort avec tout, dans le lupus, dans l'APR, etc. Quand même montrer que dans cette étude, si je regarde de façon analytique, vous avez quand même 1% des malades, 1,1% de malades qui déclarent une dépression pendant l'étude. Alors, sans forcément de corrélation avec la molécule, mais ça veut dire que c'est des phénomènes aujourd'hui qu'on mesure et qui sont assez fréquents. Le deuxième point, c'est l'immunogénicité. Vous voyez qu'il n'y a que 6,4% d'ADA, d'antidrug antibody, anti-Goli, avec cette molécule-là. Donc globalement, c'est une molécule assez faiblement immunogène. Elle l'est, hein, comme tous les anti-TNF, elle peut l'être, mais elle l'est tout à fait faiblement. Voilà, donc en conclusion, il reste 1 minute 46, donc en conclusion, je pense que ce que vous devez retenir pour cette LITAR, 29e LITAR, vous avez fait beaucoup de SA, de spondyloarthrite. Il faut continuer à faire le diagnostic tôt, ça vous l'avez compris. Il faut être capable de bien évaluer ces maladies, vous l'avez compris. Bien manier les INS, on a discuté un petit peu de ce que ça veut dire bien manier les INS en 2018. Bien manier les biologiques, vous avez compris que le débat est ouvert. Aujourd'hui, on a 4, 5 anti-TNF, des anti-L17, des anti-Alvin3, des inhibiteurs de phosphodiestérase. Il va falloir faire le tri un peu de stratégique avec toutes ces molécules-là et choisir, savoir choisir. Ça, c'est l'histoire qui le dira. Hein. On va travailler non plus l'efficacité, parce que ça, c'est fait, mais je crois qu'il faut travailler la tolérance et la tolérance différenciante, en fait, hein, de ces molécules-là. Je pense que ce sera le débat des prochaines années, des 5 ou 6 prochaines années, pour mieux utiliser ces molécules dans cette indication pour nos patients. Voilà, je vous remercie beaucoup.